Bienvenue dans ce En nouvel fait, épisode il y a pas de du podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Fraudcast. Aujourd'hui, Tu sais que gros, tous les débuts de podcast avec vous, je me fais tirer dessus là. Il y a un moment, en fait, c'est inacceptable. Bref, bienvenue à tous sur le Hormescast. En ce moment, on bombarde les podcasts. Il y a un podcast toutes les semaines, donc pour ne pas manquer ça, abonnez-vous. Et comme d'habitude, vu que je n'ai pas beaucoup d'amis, les seuls invités sur cette chaîne sont mes chers potes de chez Kiritsu. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus technique que d'habitude. En ce moment, c'était souvent de la réaction, etc. On n'était pas trop dans la technique. Aujourd'hui, on va parler d'un truc un petit peu plus en rapport avec la programmation. Donc le titre global en fait du podcast, le sujet global, ça va être le microcycle. Donc l'agencement des séances les unes envers les autres et tout ce qui tourne autour. C'est quoi un microcycle déjà pour débuter? Nathan Gros, donne-nous une réponse. Alors un microcycle, c'est un ensemble de séances faisant en gros une semaine d'entraînement, pouvant aller de 5 à 10 plus jours. Généralement en force athlétique, on se concentre sur un microcycle daté sur une semaine hebdomadaire, enfin une semaine, comment on appelle ça? Une semaine calendaire, tout simplement. Vous avez déjà coaché, vous, sur un microcycle de 10 jours plus? Sur du body, oui. Ah ouais, oui, moi en ce moment, j'ai un power sur 10 jours, c'est franchement compliqué. Hein. Parce que tu dois prendre en compte tellement... C'est gaze de ouf, je trouve. Alors, en fait, lui, il n'a pas le choix, c'est que, tu sais, il a un taf où, en gros, il taffe pas au jour, mais plus sur une période donnée, tu vois. En gros, c'est jamais les mêmes jours, mais c'est toujours la même fréquence. Le problème, c'est qu'il y a une prédictibilité vachement réduite. Ouais. Il y a déjà, il faut que le mec puisse s'entraîner tous les jours. Enfin, je veux dire que ce soit le dimanche, le samedi, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, etc. Il faut que ça puisse bouger, et ça, tout le monde n'en est pas capable. Donc, pour un mec lambda, en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et même pour préparer, ce qui était le cas avec son premier cycle qu'on a fait ensemble, c'était pour préparer une compète. Le timing pour le picking, caler son taper, etc. C'était vachement moins intuitif en fait qu'une semaine lambda. Donc... Après, en vrai, ça va. Je trouve que c'est quand même gérable. Le problème, c'est que si c'est que il faut vraiment que ça tombe pile sur sa compétition, ou alors il peut y avoir ça peut être la merde totale en fait quand tu arrives sur une compétition, mais bon après quand t'as un bon... que plus tu as des nombres de fréquences en fonction des mouvements qui sont différentes, plus tu les étales sur un nombre de jours important, plus tu vois, c'est dur de tout faire tomber en même temps, tu vois, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Ok. On va débuter le podcast du coup avec la première question, la question la plus générale en fait, c'est quels sont les critères clés pour choisir l'ordre des séances? Force, volume, technique, etc. Vous, c'est quoi votre vision un petit peu de chaque jour? Enfin, tout est dépendant. Moi, je sais que j'ai tendance à essayer en gros, d'organiser ma semaine, bon, un peu comme la plupart des gens, mais pour faire en sorte qu'il y ait vraiment jour secondaire, jour primaire, et qu'il y ait des jours sur lesquels l'athlète est plus fort, sur des jours sur lesquels il l'est pas, ou en tout cas, c'est pas forcément le but. Je sais que Nathan, au début, il ne gérait pas les choses forcément comme ça. Il avait tendance à juste, en fait, caler ses fréquences, caler le volume d'entraînement qu'il avait besoin, et il n'y avait pas forcément réellement de polarisation des fréquences. Moi, j'ai tendance à essayer de vraiment beaucoup polariser les fréquences. Encore une fois, tout dépend de l'athlète, mais voilà, généralement. Donc, ça va dépendre énormément de choses. Je veux dire, après, la répartition, le volume d'entraînement, l'intensité, etc., ça va être très dépendant de l'athlète, de sa capacité de travail journalière, ce qu'il a besoin. Enfin, plein de choses, quoi. Ouais, okay. Moi, Nathan, du coup, quand tu dis que ça a changé, c'est-à-dire c'est qu'à la base, moi, j'avais tendance tu vois, par exemple, si je prends 4 bench, par exemple, au départ, j'avais tendance à programmer de sorte à ce que, en fait, tu te retrouves avec juste il y a 4 formats différents, mais il n'y en a pas un qui est plus en avant que l'autre, tu vois. C'est-à-dire que tu vas forcément avoir des intensités qui seront différentes parce que entre un x7 et un x2, par exemple, tu peux pas mettre les mêmes charges, mais purement entre guillemets, le RPE estimé de la séance va être à peu près le même, tu vois, et juste ça va monter de façon linéaire. Et avec le temps, j'ai beaucoup plus, je commence à un peu plus polariser les choses, notamment quand en fait plus il y a de fréquences, plus j'ai tendance à polariser les choses. Je dirais que c'est d'autant plus important pour un athlète un petit peu plus avancé, ou en tout cas avec un max un petit peu plus haut, parce que c'est bien plus taxant, alors que des athlètes, on va dire, pour un homme sub 100 kg ou même sub 120, et pour une femme sub 60,
tu peux ne polariser ou ne pas polariser, il n'y aura pas non plus énormément de différence. Je l'ai expérimenté moi en tant qu'athlète, c'est que j'ai commencé, c'est un peu la méta que j'avais, sur laquelle Il j'étais. 9 toutes les semaines. Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, sur toutes les séances, tu vois. Et bon, à un moment, j'ai explosé, j'ai explosé en vol. Donc, du coup, par l'expérience, un petit peu, j'ai changé un peu de façon de faire. Ouais. Mais en fait, Puis même si dans l'absolu, je pense que ça correspond, ça dépend juste de ce que l'athlète, selon l'athlète a besoin, mais ça peut m'arriver de. Mais après, justement, sinon. cette notion de momentum, du coup, elle est grave. Ouais. Comment dire, elle est pas applicable en fait sur ce genre de programmation. Bah, Ouais. si, il y a un momentum, mais en gros, c'est juste que il n'y a pas réellement, en fait, c'est beaucoup moins traquable. C'est-à-dire que je dirais que ton max, il est beaucoup moins visible, en tout cas, que quand tu polarises bien plus. C'est-à-dire que tu peux très bien te retrouver avec une moyenne de charge plus basse, mais à la fois un max bien plus haut, contrairement à de la polarisation où ta charge la plus haute de la semaine sera bien plus haute que si tu ne polarises pas. Par contre, bah oui, tu peux créer un élan si concrètement Oui, tu as commencé 3 mois avant à rester en bas. Il y a un élan qui se crée de semaine en semaine, mais de jour en jour, un peu moins du coup, étant donné que tous les jours se valent, entre guillemets, Ouais, c'est en surtout termes hyper d'intensité. fluctuant, c'est-à-dire que c'est comme les gars qui sont très souvent très haut en intensité, c'est que c'est très compliqué de prédire le truc et tu peux te retrouver pas vraiment comprendre le gars, Ouais. il crache, ou alors le gars va surperformer, tu sais pas pourquoi. Et après, sinon, pour terminer juste sur le truc basique que j'ai tendance à faire, c'est moi généralement ce que j'aime bien, c'est créer à l'intérieur même du microcycle une dynamique qui va vers la fin de semaine, tu vois. C'est Peut-être vraiment 5-3 créer. par exemple. Ouais, voilà, j'ai rarement tendance à avoir mes jours primaires en début de semaine, tu vois. J'ai plutôt tendance à justement Ouais, créer ça une sera dynamique. une des questions, ça. Ouais. Ok, bon, voilà. Moi, ça dépend beaucoup Ouais. de l'athlète, mais après, moi, c'est pour ça que j'ai tendance à beaucoup plus polariser parce qu'il y a une prédiction en fait de Bah, c'est ça. qu'est-ce qui va se passer en fait. En fait, on peut considérer ça un peu comme un mésocycle à l'intérieur d'un microcycle. En gros, arriver à déterminer un petit peu la manière dont va piquer l'athlète à l'intérieur même d'un microcycle, alors Ouais. que quand tu ne périodises pas, en tout cas quand tu ne polarises pas, pardon, bah ça reste un peu plus compliqué quand même. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est pour ça qu'on commence, on va dire, le début de semaine par une séance. Moi, ce que j'aime bien faire, en tout cas, c'est commencer la semaine par une séance assez, on va dire, volumineuse et qui va être assez taxante. Et on va dire l'intermédiaire entre cette séance-là et le jour lourd ou les jours lourds, ça va être une séance un peu plus ternaire, tu sais, pour créer une sorte d'ondulation, un micro-taper en fait dans mon microcycle. Et généralement, bah, du coup, c'est là où tu évites tout ce qui va être interférence, etc., que tu peux rencontrer justement quand l'ensemble de tes séances sont assez intenses et bah, pas polarisées justement. Et ce qu'on recherche justement quand on crée des microcycles polarisés, c'est aussi cet aspect de tension passive en fait. On va se servir de certaines séances pour arriver assez raide, assez réveillé, on va dire nerveusement, pour performer. Parce que on est tous les trois, je pense, d'accord là-dessus, mais généralement, ne pas assez s'entraîner, enfin, forcément, tu arrives frais le jour J, mais pas pour performer, tu es un peu endormi, c'est le taper un peu trop agressif, par exemple. Bah, c'est pareil en fait sur la semaine. Si tu cales mal tes séances, tu peux arriver cramé sur ton jour lourd, tout comme un peu désentraîné. C'est l'art, entre guillemets, de planifier son microcycle, selon moi. Après, on n'a pas expliqué ce que c'était la polarisation, mais c'est purement en gros le fait d'avoir des jours qui sont, en gros, de prioriser des jours d'entraînement. Donc, par exemple, quand on parle de jour primaire, parce qu'on n'a pas expliqué ce que c'était, mais un jour primaire, c'est celui qu'on va prioriser, c'est-à-dire ça sera le jour le plus important de la semaine, entre guillemets. Celui, en tout cas, enfin, il n'y a pas réellement de jour plus important qu'un autre, parce que tous les jours sont importants pour arriver à un pic sur ce jour primaire-là. Mais c'est celui, généralement, où il y a ou plus lourd, ou en tout cas enfin, il y aura plus d'intensité générale, en fait, concrètement. Un jour secondaire, généralement, ce sera le deuxième jour, entre guillemets, le plus lourd de la semaine, ou en tout cas avec des implications différentes. Et le jour ternaire qui sera plus là, j'ai l'impression. Enfin, moi, j'aime bien l'utiliser principalement pour driver un petit peu le niveau de forme, plutôt que pour réellement effectuer quelque chose dessus, en fait. Ou en tout cas, C'est ça. purement un aspect technique, plutôt que le but, c'est juste de progresser dessus. Tu vois. Moi, je suis pas forcément. Voilà. C'est d'où l'intérêt justement d'avoir une programmation qui
comment dire, qui choisit bien ses jours, parce qu'en fait, quand tu vas analyser les formats de ton athlète, si par exemple sur tous ses jours il finit en fin de bloc, il est sur du RPE 9, etc. C'est là où justement on va avoir une méta un peu comme Nathan tu utilisais à l'époque. Et justement, moi ce que j'aime bien faire, c'est les formats ternaires, il y a un RPE max à atteindre. Et quand je sais que ce RPE est atteint, au bout d'un moment, c'est là où je renouvelle le format. Par exemple, sur un jour de secondaire ou primaire, on va aller jusqu'au RPE 9 ou à RPE 10, tu vois. Et sur un jour ternaire, je vais m'arrêter quand le mec il arrive aux alentours de RPE 8, enfin 8, 7, 7,5, quoi. Et ça me permet justement de progresser sur mes formats tout en restant cohérent vis-à-vis de ma méthode. Parce que forcément, si tu débutes avec une méthode qui est comme ça, polarisée, mais qu'au final, tu tiens tellement longtemps tes formats et que tu arrives sur des jours qui sont tous ultra agressifs, ça marche plus, quoi. Moi, généralement, vraiment, surtout sur le bench, j'ai tendance à vraiment pousser. En fait, je m'arrête pas dès que je sens que c'est dur. Tu vois, j'ai des athlètes avec qui je démarre. Même sur un jour ternaire. Ouais. J'ai tendance à beaucoup moins polariser sur le bench, forcément parce que les max sont bien moins hauts, donc il y a moins d'interférences. Ouais, okay. Et à vraiment utiliser le volume. C'est pour ça aussi que j'ai généralement moins de volume d'entraînement dans l'ensemble que ce que je vois qui est programmé, parce que j'ai tendance à essayer de pousser un petit peu plus en fait chaque jour que juste bêtement polarisé. Par exemple, j'ai 3 squats, j'en ai un très léger et un moyen et un très lourd, tu vois, par exemple. Après, tu peux polariser en jouant sur la spécificité, tu vois. Oui, mais là, je te parle purement d'intensité relative. Donc, c'est-à-dire, j'ai déjà eu des athlètes sur lesquels ils progressaient, même s'ils étaient RPE 8-9 sur chaque jour. En fait, je blast. Si je vois que je sais très bien, par contre, que je vais finir à ce bloc-là, qu'après, je vais faire un deload très important, et qu'après, par contre, j'aurais tendance à beaucoup plus polariser. Ce que j'ai fait, par exemple, avec Marion, c'est que j'ai démarré avec elle. On a démarré très très bas quand je l'ai récupéré. Chaque bloc, j'ai juste augmenté de 2.5 sur le format avec des micro-variations de volume et en adaptant. Elle est arrivée 3 mois plus tard, non, elle est arrivée 5 mois plus tard, pardon, au bout de ses formats. Ça fait déjà 5 mois que tu la coaches. Ça fait depuis août dernier. Ah, c'est une autre pari. Ah, ok, parce que j'allais dire, le temps passe tellement vite, c'est une dinguerie. Bref. Non. Et non, c'est notre Marion. Et du coup, on est arrivé au bout des formats. Et en fait, j'ai juste deload de zinzin. Puis après, on a repolarisé. Le problème, en fait, c'est que quand tu as tendance à deload comme ça, alors qu'un bloc plus tôt, elle me disait c'est extrêmement dur. Pourquoi vous rigolez? Pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce qu'il y a, Nathan? Continue. Qu'est-ce qu'il y a, Nathan? Non, rien, rien. Là. Pas, tu coupes mes phrases, en fait. On en est où? Je coupe rien. On est où, là, en fait? Vas-y, reprends. Bref, je veux dire, c'est juste que la tête, en fait, a tendance à se dire, mais attends, je vais régresser. J'avais tendance à faire du RPE 8-9 sur le bloc précédent, et là, en fait, je me branle, je fais du RPE 5, tu vois. En fait, je lui dis, mais au début, on a démarré comme ça, t'as pris 10 kilos sur ton bench. Oui, t'as créé un lien. On va juste refaire la même chose, en fait. T'as dit quoi, Nathan? On va juste refaire la même chose, mais différemment, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, et puis t'en parlais tout à l'heure, c'est intéressant, le bench, justement, chez les féminines, c'est exactement ce que je fais, c'est que j'ai pas cette polarisation, justement. Enfin, je vais polariser avec des formats qui vont être plus ou moins spécifiques, forcément. Tu peux pas polariser, en fait. C'est pas possible. C'est ça, genre, en fait, jusqu'à la mort, en fait, de chaque format, tu vois. Et t'enlèves moi, Ouais, dis-moi. T'enlèves 2,5 kg, tu polarises déjà, donc j'ai envie de te dire. C'est pour ça que je joue. Ouais, vas-y, Nathan. C'est qu'en fait, les féminines, enfin, tu vois, tu prends une fille qui bench 60, 65, en fait, tu lui enlèves, juste de par le format qui va changer, elle va enlever 5 à 7 kilos, mais le 5 à 7 kilos, c'est genre moins 5 RPE, en fait. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que moi, je proc pas le bench en me basant uniquement sur la charge qui augmente, tu vois. Clairement. Il y a bien, enfin, c'est pas du tout la meilleure façon de faire progresser. Et c'est généralement pour ça qu'il y a beaucoup d'athlètes féminines qui stagnent au bench. C'est parce qu'en fait, elles essayent d'utiliser quelque chose qui fonctionne bien chez les hommes. Sauf que, poteau, t'as 50 kilos de moins sur le bench. Les femmes, moi, j'ai même tendance à polariser l'intérieur même de la séance, en fait. C'est-à-dire très souvent, moi, ça m'arrive de plus en plus, les filles, elles ont au moins tout le temps 2 formats différents, voire même des fois... genre tout le temps. Ouais, voire même ça m'arrive d'avoir. J'ai pas compris. Elles ont c'est qu'en gros, déjà les filles, j'ai tendance à leur mettre tout le temps quasiment top set back off. Ouais. Et ensuite, ça m'arrive même d'avoir 3 formats différents sur la même séance, tu vois. Ah, moi, je suis méga straight set avec les femmes, justement. Non, moi non.
Bah, le problème, c'est du straight set, c'est que le début de bloc, il est très très peu dur en fait. Bah non, parce que regarde, je vais te donner. Enfin, après, ça dépend de la méta Ou que tu alors, utilises, mais moi, ce que je fais, ouais, oui, vas-y. non, je t'ai dit, en fait, je compense. En fait, j'ai une charge qui est la charge de travail de ce bloc-ci, sur ce format-là, et je vais incrémenter le nombre de reps ou le nombre de séries. Enfin, je vais jouer avec une variable comme ça, tu vois. Mais ça, j'aime bien, mais le problème, c'est que généralement, les athlètes, elles vont me dire, mais en fait, j'ai l'impression de stagner parce que je fais la même charge pendant 4 semaines. Ouais. Bah non, justement, le jour primaire, il y a un top 7. Et c'est là où elles sont drivées, tu vois. Ouais, mais du coup, il n'y a qu'une séance dans la semaine où elles se voient progresser. Tu vois. Et je suis d'accord, hein, non, parce qu'elles sont contentes, tu vois, de genre en mode ouais, putain, j'ai un RP de moins que la semaine. Après, ça dépend des meufs que tu coaches, tu vois, mais moi, elles sont contentes parce qu'elles voient la progression du fait que c'est moins dur que la semaine précédente, tu vois. Moi, je te suis hein, dans l'absolu. Sur le papier, je suis d'accord avec toi. C'est le truc que je trouve le plus simple. Bah non, mais du coup, quand tu fais le top 7, est-ce que tu peux me dire concrètement, me donner un format avec une charte pour que je comprenne concrètement ce que tu mets en place? Bah, par exemple, je vais avoir tendance à. Pour 1 x 3 x 5, par exemple. Hein? Pour 1 x 3 x 5, par exemple. Ouais, voilà, x1, x3, x6. Ou alors, fatigue single. Attends, x1 et ensuite 3, sur tous les jours? Non, pas forcément, mais juste, ça peut m'arriver de vraiment faire un truc comme ça à l'intérieur même de la séance, avoir entre guillemets 3 séances différentes, tu vois. Mais sinon, le truc très classique que je vais faire, c'est que je vais leur mettre très souvent un format très spécifique, rarement au-delà de 3 reps sur un top 7. Et après, je vais juste varier, je vais mettre du coup des variations assez. Soit des trucs, soit des singles comp ou des doublés comp, des triplés comp. Soit après, ce sera des singles genre 4-2-0, single 4-0-0, des trucs comme ça, pour qu'elles aient tout le temps, en fait, tous les jours, quasiment quand même une explosion assez intense. Parce qu'en fait, faire 4 singles à 50 kg dans la semaine, pour le corps humain, c'est pas non plus surhumain, même si c'est une femme qui est au début de sa carrière, qui n'a pas énormément d'entraînement. Et après, derrière, les back-off, du coup, je vais les driver de semaine en semaine. Ça va dépendre. J'ai rarement en fait des straight legs. Très souvent, moi, ce que je fais le plus souvent, c'est que je vais avoir, par exemple, semaine 1, 3x3 à une charge. Semaine 2, 3x4 à la même charge. Et la semaine d'après, je vais faire 2,5 kg en plus, revenir sur mon 3x3, 3x4. Je vais faire 2 semaines, tu vois. Je suis pareil. Ouais, bah ça tout suit. En fait, tu es pas le meilleur coach de France, en fait. T'as les deux rouquins prime. Bref. Ouais, je suis d'accord. Et puis, c'est ça, en fait, l'erreur que je vois souvent chez le bench féminin, c'est la meuf, en fait, qui n'arrive pas à appliquer une technique qui est correcte parce qu'elle s'entraîne une fois toutes les 4 semaines avec une charge qui est assez lourde pour créer de l'attention, justement. Donc, ouais, ok. Et en plus, en termes de confiance en soi, etc. Il y a un truc aussi, faut que les femmes comprennent que la progression au bench sera 100 fois plus lente que chez un homme, en fait. Déjà parce que tu construis du muscle de manière bien plus lente, forcément tu as moins de testo, tu as un max qui est bien plus bas, donc forcément 2,5 kg d'augmentation, si c'est 10% de ton max, ce sera déjà une évolution de zinzin. Donc à un moment, il faut aussi réaliser que il y a peu de chances pour que tu fasses 60 à 80 kg en un an au bench, en fait. Faut aussi réaliser la chose. Tu vois. Ça va partir en extrait reels, ça. Faut le dire plus fort. Non, mais je veux dire, je vois beaucoup plus. Je fais très bien progresser les femmes au bench, tu vois, mais ça m'arrive beaucoup plus d'avoir des mecs qui prennent 30 kilos sur l'année au bench et avoir des femmes qui prennent 10 kilos sur l'année au bench, tu vois. Potentiellement, après, ton 10 kilos en pourcentage, il est beaucoup plus important que ton 30 ça fait 100% de ton max, donc mais après, tu vois, j'ai Juliette qui a pris 50 kilos sur l'année au bench, mais ça c'est autre chose, tu vois. Ouais, putain. Ouais, moi, c'est à peu près à l'année 10 kilos, je pense. Ouais, et même c'est déjà énorme pour une femme. Hein, et encore, ça m'est arrivé de faire 5 ou même 2,5, tu vois, et puis en fait, mais après, tu vois, si tu fais 5 chaque année, tu pars de 60, tu fais 5 chaque année. J'avais fait un post sur ça pour comparer une évolution si on se basait sur l'évolution des hommes chez les femmes. Et en fait, tu te rends compte que la plupart, elles finissent championnes de France au bout de 3 ans, tu vois. Ouais. Donc, et un truc, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, moi j'ai oublié. Ça avait l'air intéressant pourtant. Merci beaucoup. Non, mais en gros, il faut juste essayer de se référer au pourcentage d'évolution plutôt que. Ouais. Mais du coup, pour en revenir sur le sujet de base, vraiment clairement,
le bench, j'ai tendance à beaucoup moins le polariser. Et alors, chez les femmes, c'est vraiment l'extrême, c'est qu'il n'y a quasi pas de polarisation. C'est quasi tous les jours top 7, tu vois. En fait, c'est très simple, c'est que dès que quelqu'un commence à être très fort, tu vas être dans l'obligation de polariser parce que sinon, en fait, il pourra pas encaisser du volume d'entraînement, tu vois. Ouais. Voilà. D'accord. Donc pour un débutant, genre moi, en fait, je sais pas qui bench 200 ici, même pas moi. C'est intéressant ce que tu dis. Du coup, pour un débutant, le mec qui vient de commencer son, genre ça fait 1 an, il fait de la muscu, il se tourne vers toi pour faire de l'AFA. Qu'est-ce que tu mets en place? Me dis pas ça dépend. Genre donne-moi une. Non, moi j'aurais tendance à partir sur un format très classique, donc déjà d'où il part en termes de fréquence. S'il avait une seule fréquence de bench. Bah justement, est-ce que tu mets en place de l'hyperfréquence du fait qu'il va pas être stressé par cette hyperfréquence? Non, j'allais dire, en vrai, j'aurais tendance à juste voir où il en est. S'il est à une fréquence, je le passe à 2, puis 3 sur le bloc d'après. Donc j'essaie de pas trop faire une augmentation trop rapide. Ou alors, si je vois que il se branlait un peu et qu'il avait beaucoup de volume de poussée, là, par exemple. On parle sur quel mouvement là? De bench. Ok, parle sur les 3 mouvements. Je fais le bench, après je. Ah, si. Ok, merci. J'aurais tendance au bench à essayer de le faire passer en 2 mois max à 3 fréquences de bench et 12 séries hebdo. Genre le plus rapidement possible, en 2 mois vraiment maximum, même s'il démarre à 2 séries hebdo le plus rapidement possible, quitte à ce que ce soit vraiment que du submax, mais vraiment submax. Et généralement, j'aurais tendance à rester sur un format très simple, c'est-à-dire si j'ai 3 fréquences, c'est une fréquence haute, une fréquence très basse et une fréquence moyenne. En gros, en termes de volume d'entraînement. En termes de rep range, pardon. Donc, genre avoir entre 6 et 8 reps, entre 4 et 6 reps et entre 2 et 4 reps. Voilà. Et du coup, si tu montes assez vite en spécificité, en fréquence aussi, est-ce que tu le fais régresser quand il progresse? Ouais. C'est-à-dire? Bah, est-ce que par exemple, tu le fais vite monter à 3 squats et ensuite, dès qu'il commence à réellement progresser et prendre de la charge sur son squat, tu retournes à 2 squats? Alors, j'ai pas. Déjà, augmenter à 3 squats, c'est assez rare que je le fasse. En tout cas, pas au début. J'aurais tendance à rester sur 2 et juste en fait gérer. Généralement, ce qui vient poser problème, en fait, surtout quand l'athlète a peu de volume d'entraînement, c'est que il manque en fait de fatigue en arrivant sur son squat primaire. Et à ce moment-là, en fait, je fais un truc très simple, c'est que j'avance d'un jour le squat secondaire et il arrive bien plus frais. Ou alors, juste en fait, je lui ajoute une série, mais je baisse un petit peu l'intensité s'il en a besoin. Ou enfin, généralement la fréquence, en fait, c'est rarement ma solution première, tu vois. C'est même ma dernière solution en fait que je pose. Tu vois. Ah ouais. Ouais. D'accord. Sur les 3 mouvements ou que au terrain? Vraiment, genre au squat, je ferai ça à 3 fréquences. Vraiment, quand le mec, j'ai essayé ou forcément, il y a des fois où je le fais très rapidement parce que je sens que le mec en a besoin, tu vois. Par contre, si je sens que potentiellement j'ai moyen de faire autrement que d'ajouter une 3e fréquence, parce que moi je peux comprendre que mettre ses genouillères, les enlever, passer 40 minutes à s'échauffer juste pour finir à le faire 2 séries de squat, c'est pas que ça me pèterait le cul, mais enfin, je veux dire, il y a d'autres solutions, tu vois. Et j'aurais juste tendance à essayer de faire varier un petit peu les différentes variables pour permettre qu'il arrive, qu'il ait le même résultat, mais avec une fréquence en moins, tu vois. De toute façon, il faut le trouver, l'athlète qui arrive à tanker 3 séances de squat pas polarisé, genre. Ah, mais pas polarisé. Mais polarisé, ce sera toujours polarisé. Mais je veux dire, j'ai des athlètes où ils ont un max à 200 au squat, ils ont un squat dans la semaine, il est à sub 120, tu vois, genre. Bah c'est ça, mais moi généralement quand je proc ce genre de séance, je leur dis frère, t'échauffes même pas, tu vois, genre en mode déjà c'est rare que quand j'ai 3 fréquences, que j'ai 3 low bars par semaine, généralement j'ai toujours ou un low bar raw, ou un low bar très léger, mais vraiment genre très léger, ou un high bar, ou un SSB, ou quelque chose comme ça en fait. Ou en vrai c'est purement une variation qui est là pour adresser une problématique qu'il a, ou juste en fait pour très peu de stress physiologique, mais à la fois, enfin je veux dire articulaire, mais qu'à la fois quand même il gagne quelque chose à le faire, tu vois. C'est simple, parce que sinon. T'as quelque chose à rajouter maintenant? Non, moi j'ai tendance à faire, je pense plus comme toi, Max, c'est-à-dire que si vraiment je récupère quelqu'un qui est vraiment débutant, qui a des max assez bas, et je vois que techniquement c'est à chier, le premier truc que je vais faire c'est mettre de l'hyperfréquence parce que comme ça, en fait, au plus vite le mec a une technique stable, au plus justement tu peux commencer à polariser, tu vois, parce qu'en fait, sinon, je trouve que le gars, en fait, tu mets trop de temps à lui faire avoir une technique stable avec genre 2 fréquences par exemple. Je préfère faire 2-3 mois avec pas mal de fréquences, vu que de toute manière son max est bas. De toute manière, ça va se réguler parce que
vu que s'il va progresser techniquement, le niveau de stress moyen, il va diminuer parce que ses fréquences, elles seront moins stressantes. Et après, quand je vois que le gars est relativement stable, là, j'ai tendance à soit beaucoup, beaucoup polariser, mais rester sur ma grosse fréquence, soit juste repasser, par exemple, à 2 squats, tu vois. Mais, Ouais, ok, donc tu crées de la régression quand même. Tu restes pas sur un plan en ouais, disant ça a marché, donc. Bah, ça dépend en vrai. Ça dépend aussi la structure du gars, tu vois. C'est la notion aussi d'abattre ses cartes, tu vois. Au début, tu peux les abattre parce que tu sais ce que tu fais. Enfin, la carte, tu peux la poser, tu peux la reprendre aussi, tu vois. Oui, c'est ouais, ça. Tu la poses, mais tu la reprends aussi, tu vois. Tu vois, c'est que là, par exemple, moi, je reprends mon cas perso, même si je me base pas sur ce que j'ai fait en tant qu'athlète pour programmer les miens, tu vois. Mais je veux dire, moi, au départ, j'étais à 3 squats. Pendant un an, je suis repassé à 2. Là, je vais potentiellement repasser à 3. En fait, vu qu'en fait, tout est une question de. En fait, au départ, j'étais sur cette idée de, à partir du moment où tu joues une carte, tu l'as plus. Mais en fait, non, vu que c'est qu'une question de stress, en fait, à un moment, tu peux passer sur 3 fréquences, repasser sur 2, repasser sur 3, ça dépend comment tu agences tes trucs, tu vois. À mon sens, c'est pas, tu poses la carte, tu l'as plus, mais tu la payes. Le fait de la reprendre, moi, je trouve que tu la payes un certain temps, tu vois. Enfin, généralement, en fait, quand tu montes très haut dans des niveaux de stress, d'intensité, de fréquence, de spécificité, etc., le jour où tu reprends ta carte, il y a un truc qui se fait, tu vois. C'est un peu comme le daron qui est alcoolique, le jour où il arrête de boire. Imo, t'as trois fréquences de squat. T'as par exemple 3 séries sur ton jour secondaire, 2 sur ton jour ternaire et. Ouais, t'en enlèves un et tu rajoutes, ouais. J'enlève mon jour ternaire, je rapproche mon jour secondaire du jour primaire d'un jour, j'augmente, je switch le volume sur le jour secondaire, ou juste je rajoute une seule série parce que le jour ternaire est moins stressant, donc 2 séries est plus ou moins égal à une. Là, j'ai le même résultat, tu vois. Juste, ouais, t'as lissé ton. Mais c'est surtout que en fait, à un moment, tu pars du principe aussi que quand tu viens à devoir faire régresser tes variables, c'est que de toute manière, le gars ne progresse plus. Parce que s'il progresse, t'as pas besoin. Donc en fait, tu payes rien parce que de toute manière, si tu continues, tu ne le fais pas progresser. En fait, tu as tout à gagner, justement. Tu peux le faire régresser par prévention aussi. Le mec qui commence à tirer un petit peu parce que ses formats deviennent assez lourds, etc. Moi, ça m'arrive de me dire, ouais, c'est quoi, on va pas se prendre la tête, moins une fréquence et en fait, on voit si tu régresses pour de vrai. Ouais, si ça se stabilise. Bah moi, j'ai plutôt tendance à ce moment-là à juste vraiment déspécifier certaines fréquences, repolariser. Moi, tu vois, à l'inverse de Nathan, la fréquence au squat, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'aime beaucoup jouer. Et du coup, quand le gars il est sur 3 fréquences et ça commence un peu à tirer, j'ai plutôt tendance à garder 3 fréquences, mais juste les agencer différemment, tu vois, changer autre chose. Mais ça, c'est purement parce que moi, je trouve que c'est le plus simple. Nathan, il trouve que d'autres choses sont plus simples, mais la finalité est la même. Hein. Le truc que je trouve qui est assez chiant avec le fait d'avoir des hautes fréquences, c'est que du coup, comment dire, un changement d'organisation dans la semaine aura beaucoup plus d'impact. C'est-à-dire un athlète qui a toujours les mêmes jours de séance, il n'y aura aucun problème. Par contre, il y a certains athlètes, moi j'ai la moitié de mes athlètes où il y a toujours un jour qui va se décaler, un jour qui va se rapprocher, un jour qui va peut-être sauter une fois de temps en temps. Et en fait, il suffit que tu aies une fréquence en plus sur un squat. Et en fait, il suffit que tu aies juste plus de proximité. Il y aura la fatigue accumulée sera exponentielle par rapport. Ben c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai tendance à privilégier des fréquences assez basses, parce que derrière, même en termes d'organisation générale de la semaine, si jamais, en tout cas, surtout pour des athlètes qui ont tendance à avoir du mal à organiser leur séance dans la semaine, en tout cas, privilégier des fréquences assez basses. C'est pour ça que moi, par exemple, pour le bench haute fréquence, c'est pour ça que mon bench avant mon jour lourd, je le mets c'est mon bench de récup, entre guillemets, tu vois. C'est que je sais que s'il y a, comme je l'ai prévu, un jour de repos entre les deux, ou alors que le jour de repos il saute, on va dire le mec va pas être trop impacté sur son bench le lendemain, tu vois. Genre j'essaie de pré-shot le changement de. Moi j'ai tendance justement à essayer de repousser un petit peu le bench avant de passer sur le bench primaire, tu vois. Attends. En gros, tu laisses du temps entre ton bench primaire et le dernier bench? J'ai tendance à. Ça dépend pas mal des athlètes, mais j'ai tendance à. Relancer la fatigue avant. Relancer la fatigue avant le bench primaire, en fait. Donc, des fois, il y a. Venir un peu avec la tension passive, tu vois. J'ai 3 fréquences.
j'ai 3 Ah, mais fréquences. justement, là, ouais. J'ai mon jour ternaire en début de semaine qui permet d'éliminer un petit peu ce désentraînement. J'arrive sur mon deuxième jour de Ouais, bench. tu niques. Voilà, je fais une progression progressive. Et généralement avoir une fréquence avec très peu de rep range, une variation style de CT, 3 CT ou même un comp, peu importe. Mais en fait, juste avoir beaucoup de charges, mais très peu de volume d'entraînement, donc il y a très peu de fatigue induite. Mais juste en fait, le mec s'expose plus sur des grosses charges, surtout pour des athlètes qui ont tendance à paniquer un petit peu en arrivant sur le primaire parce que ah bah il y a lourd. Ou alors, ok, j'ai besoin d'être un petit peu plus raide quand j'arrive sur mon bench. C'est mon cas par exemple. J'ai besoin d'être un petit peu plus tendu. Et j'ai besoin vraiment de sentir que je suis un peu fatigué pour être performant, tu vois. Ouais, je vais te dire ce que je fais. Alors, c'est, on va dire, à 70% du temps, parce que c'est quand même une méta que j'aime bien faire. J'ai remarqué que la plupart des athlètes, le lundi en début de semaine, je pense que c'est aussi l'effet du lundi, hein, genre le syndrome du lundi, mais ils sont un peu fatigués, etc. Et justement, j'aime bien avoir ce truc de, je vais mettre un format assez challengeant, assez lourd, pour pas qu'ils arrivent à l'entraînement et qu'ils se branlent encore une fois, hein, parce que qui dit fatigue dit je vais pas mettre beaucoup d'intention. Et du coup, tu as à ce moment-là de la semaine un format qui te challenge, et ensuite, du coup, tu as le format ternaire. Ah oui, c'est ce que j'ai pas dit, c'est que le format de début de semaine, généralement, c'est une variation assez lourde et assez challengeante. Et ensuite, tu as ton format qui va être ternaire, que je vais orienter vers du comp, par exemple, pour lancer la dynamique au niveau du pattern, créer pas trop de fatigue, et ensuite arriver sur mon jour primaire. Bah, du coup, sans cette interférence qui peut être là sur un bench, parce que là, tu rigoles, attends. Hein Qu'est-ce qu'il y a? Tu rigoles. Non, je suis en train de réfléchir en même temps, c'est pour ça. Ok, bah attends, je termine parce que sinon je vais me perdre. Oui, termine. Mais du coup, ouais, si on part du principe que tous les mecs ont un pontage de fou malade, en vrai, ce que tu fais, Nathan, c'est plutôt stratégique. Moi, par exemple, sur moi, ça pourrait fonctionner, tu vois. Mais pour un mec qui a une très grosse ROM, en fait, c'est assez traumatisant d'avoir ce genre d'amplitude, en fait. Et j'ai remarqué que quand ils arrivent sur leur jour lourd, s'ils ont eu du stress c'est trop rapproché de la séance, mais en fait, c'est là où il y a les douleurs qui arrivent généralement. Ça les empêche pas forcément de performer, mais ils s'exposent beaucoup plus à la surstimulation des tissus, en fait. Oui et non, j'ai des contre-exemples sur lesquels ils avaient des très grosses Bien évidemment. amplitudes et pourtant, en vrai, c'est très dépendant. Mais en fait, si je sens que l'athlète, il avait par exemple secondaire, ternaire, primaire, ternaire, par exemple, et que du coup, il arrive un petit peu désentraîné sur son jour primaire, ou j'inverse les fréquences et je teste d'avoir un jour ternaire avant le jour primaire. Donc en gros, qu'il finisse par son jour primaire au lieu de l'avoir le jeudi, par exemple, au lieu du vendredi. Ça fonctionne, tant mieux. Par contre, je vois que ça fonctionne pas, ou en tout cas que pas autant que je l'aimerais, et qu'il a toujours tendance à arriver un petit peu d'entraîner. Là, j'augmente un petit peu l'intensité du jour ternaire qui est juste avant, ou alors je garde la même chose, mais juste j'ajoute un top set sur une single, par exemple, juste avant, ou sur un top set un peu plus stressant. Je pense que dès que ta méta elle est cohérente en fonction de ton athlète, ça fonctionne, mais c'est vrai que je suis moins fan de faire un truc genre en ascension pendant toute la semaine. En vrai, c'est très con, mais enfin, une fois que tu as compris que la programmation, c'était pas une méta, c'était juste savoir bien gérer des variables, tu peux faire absolument tout ce que tu veux, tant que derrière ça fait sens et que tu arrives à amener ton athlète à son pic au jour J, enfin au jour où tu le veux. En fait, tu peux très bien mettre top 7 avant, pas de top 7, décaler, mettre ça. C'est genre. Ouais, mais en ce moment, je suis sur mon bloc d'esprit. de volume. En ce moment, je suis sur mon bloc de volume, donc. Moi, en vrai, pour le coup, si on prend le cas du bench, 100% du temps, quasiment, j'ai en fait, j'ai une séance ternaire, mon secondaire, ternaire, primaire. Ouais, C'est tout le temps 1-2, 1-2. Et après, la seule chose que je vais voir, c'est est-ce que le mec répond mieux si on commence par avoir le lourd puis son volume, ou si le mec répond mieux à avoir du volume puis son lourd. Et généralement, c'est la seule polarisation que je vais avoir parce que ça correspond à quasiment 100% des gens. Bah, c'est là où en fait on avait ce plan-là ensemble, Nathan. Oui, c'est que. Le 3, c'était lourd du début de semaine. La fréquence comp tranquille, je sais plus si c'était une pyramidale, mais il y avait un truc. Je crois pas. En fait, tu fais des copier-coller, Nathan. Je sais pas, ma prog est pareil en fait. Qu'est-ce qui se passe en fait? Je comprends pas en fait. De quoi? T'as un 3CT en début de semaine? J'ai un 4x3 3CT. Après, parce qu'il a vu non, mais il n'y a pas de gabarit. souci.
Il n'y a pas de souci, en fait. En fait, est-ce que tu benches 200 kilos avant que je te coach? Mais est-ce que je les bench? Mais il bench Bah, tu toujours vas pas les de bench, 5. en fait, donc je sais pas, en fait. Mais, Non, ouais, mais oui, je du coup. suis d'accord avec toi. 1-2-1-2, j'aime bien. Moi. Ouais, généralement, c'est ce que je fais. Moi Ça aussi. m'arrive rarement de. Moi, c'est plus de 1-2-1, mais Ça m'arrive Bah rarement non, que le 3, mec c'est 3-2-1 du coup. non. Sur 4 fréquences, je te parle. Ouais. Si tu fais 1-2-1-2, tu fais second primaire, enfin, en gros, si tu fais lourd, léger, ou si tu fais léger, lourd. Oui, c'est ça. Ouais, En gros, d'accord. c'est 99% des gens, c'est juste déterminer est-ce qu'ils ont besoin de faire lourd-léger ou léger-lourd. Et après, Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir une fréquence avant leur fréquence lourde ou pas? Enfin, ça s'arrête ouais. là. Ou après, ils En vrai, adaptent une référence avec ça m'intéresse de savoir, enfin, je pense que ça va aussi intéresser les auditeurs, mais au niveau du terre, du coup, c'est un mouvement qui est grave à part, je trouve, en termes de planification. Ah, moi, c'est Parce que- simple. Tradi, c'est léger-lourd. Sumo, c'est lourd-lourd. Ah ouais, lourd au sumo? Ouais. Bah, Quand tu dis lourd, c'est quoi? C'est non, ça beaucoup de dépend, ça répétitions dépend. En lourdes? vrai, C'est ça quoi? dépend. Et En vrai, autres, ça ouais. dépend. C'est juste que je vais avoir tendance à. Tu vois, un tradi, par exemple, un secondaire, je vais tendance à pas avoir tendance à le pousser jusqu'à la mort. C'est-à-dire que, tu vois, à un moment, quand je vois que le gars commence à être 4, 7, RPE 8, 7-8, ouais. je change le format. Par contre, un mec en sumo, son format, il va le pousser jusqu'au bout, tu vois. Je vais être Ouais, t'as pas motivé. peur des interférences au niveau des hanches? Tu le sens venir avant que ce soit Ouais, petit, hein. ouais, c'est ça, c'est que si je le Quand le sens mec il a venir, une bah. pubalgie depuis 6 mois, genre. Ah, mais voilà, c'est ça. Si le mec il a une pubalgie, bah oui, je vais avoir tendance à beaucoup plus polariser. Mais si le gars, c'est typard, tu vois. Et une fois qu'il a poussé et qu'il est RP 10, je split avec un top 7 et je continue. Moi, je suis en train de Voilà. copier le méta au terre en ce moment, c'est l'hyper. L'hyper, qu'est-ce que je raconte? Le rep range très très haut sur les 2 fréquences en allant chercher le plus lourd possible. Et Ouais, mais toi, ton franchement, pour. problème, connard, C'est que tu tires avec des bandes, en fait. c'est que tu tires avec des bandes et 10 Non, centimètres non, de. parce que je fais Et l'entièreté de mes. on Je fais une chute l'entièreté de 60, le grip lâche. Pourquoi? je fais l'entièreté des back-off et de la montée en hook. Et je sais que ça n'impacte pas parce que là, je tire ensemble parce que c'est format AMRAP qui l'oblige, tu vois. Genre, je pourrais faire AMRAP hook, mais en fait, ça n'aurait pas l'intérêt que je recherche. Donc, bon, c'est vrai Non, que mais je oui, pourrais non, faire mais mieux je vois en ce que étant tu veux mix, tu dire. vois. Mais Oui, ce je que vois je ce veux que dire tu par veux là, c'est que j'essaie d'avoir un pattern qui n'est pas cheaté avec mes sangles, tu vois. Genre, je les prends pas ultra basse dans mes dos, etc. Bref. Mais moi, je suis en train de tester ça en ce moment et ça marche plutôt bien. Et c'est vrai que je serais sur un. Enfin, pour quelqu'un qui est en tradi, je vais chercher moins de reps, plus de la qualité d'un côté, assez light et envoyer sur du gros single, tout comme ça, genre le jour primaire. Et sur du sumo, bah, chercher beaucoup plus, vu que c'est plus technique que le tradi, la répétition du pattern et l'ancrage technique, tout simplement. Donc, Là, le terre en ce moment, le truc que je teste avec 2-3 personnes, c'est l'hyperfréquence sur des mouvements accessoires, tu vois. c'est-à-dire. Genre, là, j'ai en tête une athlète. En fait, elle a quasi tous les jours d'entraînement de sa semaine un mouvement de hanche, genre un beef tense, un RDL, un SLDL. Et Bah, ça lui. polarisé, tu vois. Ils sont pas tous, c'est pas tous des assistés RPE10, tu vois, mais Ok. qu'elle fasse des mouvements de hanche tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'elle avait pas un bon hinge de base. Ouais, ouais. Ok. Bah, tu me feras un rapport du film, enfin, ouais, un Non, feedback Ouais, de la ouais. méta parce que c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, Nathan? je pisse. Bah, vas-y, pisse, on peut parler avec Nathan en attendant. Sinon, moi, le sumo, le format en ce moment que j'aime bien, tu vois, c'est. Mes frères, mais il est trop à l'aise. Ah, c'est pas grave parce que de toute façon, on n'entend pas. Donc, Tu sais que gros, il n'y aura pas de montage. Hein. Vas-y, va faire ce que tu as à faire, gros. non, en gros, ce que je disais, c'est que le truc que j'aime trop faire en ce moment, c'est, tu sais, par exemple, faire au lieu d'avoir un 3x6 ou un 4x6 sur un sumo, c'est genre, je fais 2 ou 3x6. Et après, la dernière série, je prends la charge du x6 et AMRAP. AMRAP avec un RPE, tu vois. Ok. Bah, tu vois, pour l'opposé, moi, en tradi, vu que des fois, j'ai aussi envie de bosser avec beaucoup de tonnage, entre guillemets, donc beaucoup de répétitions, Ouais. mais que je sais que sur un x6, ça va être très vite intenable, bah, je fais du cluster, tu vois. Un 3 plus 3 3 au plus lieu 3, d'un x6. Tu vois. ouais, ouais.
avec 45 secondes de repos. Et moi, tu vois, le truc que j'ai. Le podcast, ça devient une discussion juste entre coachs. C'est grave, bah, si les gens kiffent, écoute. Non, en vrai, le problème que j'ai avec ça, sur le tradi des clusters, c'est que souvent, les gens, ils me disent, en fait, quand ils reprennent leur série, ils n'arrivent pas à se mettre en place parce qu'ils sont congestionnés comme des cochons, tu vois. Et que limite. Ça va dépendre comment. Ouais. Pour eux, c'est plus simple de limite faire toutes les reps et prendre un peu plus de repos entre les séries, tu vois. Moi, ça m'arrive du coup d'avoir ce feedback-là et directement, je change le format. Mais on va dire que sur un format qui va pas être trop taxant, en fait, le mec va pas être impacté par la rupture, en fait. Non, mais oui, non, mais après, je fais jamais du cluster 1+1 sur un RPE 8-9, tu vois. Non, mais c'est surtout, c'est plus en mode ça les gêne pour la mise en place, tu vois. Et généralement, ce que je fais, c'est soit le gars, vraiment, la congestion fait que tu vois vraiment le delta entre le début et la fin. Soit si je lui dis, mais juste tu congestionnes, mais ta série elle est bien, tais-toi, tu vois. Après, les gars qui tirent en tradi, ils ont tendance à avoir un tradi où ils se reset-up à chaque fois, genre pricing en haut, 10 secondes entre chaque répétition, tu vois. Même si je suis pas fan, en vrai, c'est une réalité sur le tradi, tu vois. Ouais, non. Moi, j'enchaîne parce que si je lâche la barre, en fait, je prends 25 RPE dans la tête, en fait. Bah justement, moi je faisais ça avec mon hook à l'époque, et maintenant que je reset-up mon hook entre chaque répétition, j'ai une technique beaucoup plus efficiente et je chie moins ma race au niveau du. Le hook, c'est particulier, tu vois, c'est plus une question de. Le problème, c'est que si tu ne le replaces pas, en fait, progressivement, il se barre et au final, ta rep ressemble de moins en moins à quelque chose. Moi, justement, quand à l'époque je hookais, le problème, c'est que pareil, si je lâchais ma barre, en fait, toute la douleur de mon doigt apparaissait d'un coup et en fait, après tenir la barre, c'était impossible en fait. Tous les gens qui tirent en hook, ils vont se sentir concernés, mais ouais, la douleur après ta série, genre en hook, t'es là, mec, genre t'as une douleur au pouce. T'allais dire quoi, tu ne pas pendant la série. Non, j'allais dire, toi, ce que tu faisais, c'est que tu faisais limite un genre de SLDL. Je faisais un tour de glace en fait. Ouais, voilà, un glace, ouais, plutôt. Bon, je reposais la barre entièrement, mais à chaque fois, je gardais le slack tiré. Ouais, tu gardais le slack, quoi. Ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour sur ça. Ce qui pourrait être intéressant, c'est du coup. T'as dit quoi? Je dis après le hook, c'est surcoté. Mais... tu sais qu'il y a un monde où j'ai envie de me mettre au mix parce que j'en ai marre de hook. Moi, c'est trop imprédictible. Il y a trop de troisième essais qui loupent. Ouais, mais le mix a ses désavantages aussi. Après, c'est un sujet. Ouais, il y a des avantages. Mais je trouve plus prédictible et plus. Même un truc tout con, mais je veux dire, je trouve que le hook, le problème, c'est que dès que tu t'ouvres, c'est finito pipo. Alors que le mix, tu peux t'ouvrir et tu cautérises à base de. Ouais, généralement, quand tu tires en hook, tu essaies de pas tirer en hook sur toutes les fréquences, sur toutes tes backups, etc. Beaucoup plus, ouais. Oui, c'est ça. Mais je suis d'accord avec toi, du coup, le pattern sera forcément moins efficient qu'un gars qui tire toutes ses barres en mix, il n'y a jamais de sang ou je sais pas quoi, tu vois. En fait, c'est surtout que, putain, c'est pas le sujet, mais je trouve qu'en fait, il y a beaucoup de gars qui passent, surtout au sumo, qui passent d'un mix à un hook, juste parce que, en fait, la manière dont ils faisaient leur mix, ça frottait trop, mais ils ont même pas essayé de bouger les mains sur la barre et de jouer avec ça. T'as donné un conseil à Maïna la dernière fois qui lui a plutôt bien réussi, je trouve, d'écarter bah oui, je lui ai dit, en fait, juste écarte ta main, elle frotte trop, bah écarte ta main, en fait. Si ouais, mais la plupart ont peur, en fait, d'écarter. Ouais. Sa main en pronation, elle frottait sur sa cuisse. Alors que sa main en supination, elle frottait pas. Je lui ai dit, mais inverse, ta main qui est en supination, tu la fais frotter sur ta cuisse, ça va pas ouvrir ta main. Et comme ça, ta main qui est en pronation, elle va beaucoup moins frotter et tes doigts s'ouvriront pas, tu vois. Mais les gens, ils ont peur en fait de créer une asymétrie quand tu leur demandes de changer. Moi, ça m'arrive de leur demander d'écarter leur stance justement pour pas avoir la main en pronation qui chie, quoi. Et en fait, ça leur crée. Ils ont peur que ça leur crée un. Les asymétries du mixte, j'en parle dans mon livre. Ici, en vrai, c'est intéressant. Je veux dire, il y a une asymétrie, mais je veux dire, c'est pas. Je sais pas, fais 2 tirages et c'est bon. Déjà, je veux dire, sur l'isométrie, c'est pas ça qui va te construire des trapèzes titanesques. Alors, je sais pas, fais juste en fait, tu fais tes tirages normalement et en fait, il y aura pas d'asymétrie. Tu vas pas devenir Quasimodo parce que tu tires en mix. Ah non, c'était pas l'asymétrie musculaire. En fait, ça crée une asymétrie de placement. Vu que tu as la main plus sur le knurling
que sur tu peux avoir la barre de traviole quand tu tires et te retrouver Moi, sur mon à deadlift, une rotation. je suis en mix tradi pourtant, et tu regardes ma barre, je suis pas placé de la même façon des deux côtés. De toute façon, la plupart des gens qui tirent en mixte, de part, tout le monde a un léger valgus dans tous les cas. Ouais, On a c'est ce que tous j'allais un dire. léger déplacement en fait de la barre. La barre est toujours déplacée légèrement dans le sens de ton valgus en fait. Donc, Il y a plus de Après, chances qu'au final tu sois asymétrique en voulant être symétrique à cause de Ouais. ton. En fait, parce que forcément ta main en supination, vu qu'elle va pointer vers l'extérieur, ce qui compte, c'est le placement de coude en fait. C'est le si coude, tu la moi, il est ramènes vers aligné. l'intérieur, bah, tu vas te retrouver en fait avec ton bras qui est comme ça, tu vois, pour compenser. Après, là, le sujet, c'était surtout au niveau du frottement que tu ne rencontres pas en tradi. Ah bah C'était oui, pour oui. comment Ouais. placer, justement, mais ça, encore une fois, c'est un autre sujet. Il faudrait qu'on fasse un post là-dessus, je sais pas quoi. Après, soyez des hommes et ne faites pas de sumo en fait. En train de. POV. Ouais. J'aimerais bien qu'on parle un peu des assistances. Alors, c'est la question exacte, c'est quoi? Comment vous placez vos exercices d'assistance dans la semaine? Est-ce que est-ce qu'il y a une cohérence avec le format spécifique d'avant assistance? Est-ce que vous avez placé des assistances plus en début de semaine, loin du jour primaire, ou alors plus rapprochées pour créer justement une tension passive? Dites-moi tout. Moi, j'aurais tendance à généralement, sur mon jour secondaire squat, mettre mes accessoires pour le bas du corps, en tout cas pour la chaîne antérieure, donc quadriceps, adducteurs, etc. Et du coup, sur la séance de deadlift secondaire, à me mettre la chaîne postérieure. Parce que je génère la plupart du temps, si je mets un RDL, un uni ou une connerie, mais une femme qui me demande un hip thrust, c'est ce qui arrive le plus souvent, ou un BSS ou juste comme ça a beaucoup plus tendance à impacter négativement que positivement. Par contre, sur un bench, comme j'ai déjà dit, c'est là où j'aurais beaucoup plus tendance, en fait, et c'est même le seul moment où j'aurais tendance à utiliser les accessoires comme faisant partie limite de la fréquence en fait du bench. Style, par exemple, je sais que mon athlète, il finit sa semaine le vendredi, il rebench pas avant le lundi ou le mardi. Bah, je vais lui mettre beaucoup plus de fatigue sur les formats de poussée sur le vendredi pour qu'il arrive bien moins désentraîné après sur son lundi ou mardi, par exemple. Ok. Et toi, Nathan? Alors déjà, moi, je sais que Nathan, la majorité de ses athlètes, il les programme du lundi au vendredi. Moi, c'est pas le cas. Tous mes Ah, il n'y athlètes. a pas de week-end? Si, mais si on me le demande, si on me le demande pas et qu'on me dit je peux m'entraîner tous les jours, généralement c'est le classique. Hormis encore une fois, si je vois que l'athlète a besoin de plus de fréquences ou quoi que ce soit, là je vais le split. Mais si j'ai un athlète classique qui a 2 fréquences squat, 2 fréquences terre et 4 fréquences bench, en fait c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi. T'aimes pas le lundi, mardi, jeudi, samedi, genre? Ouais, moi, Si, c'est ça tout le temps. C'est si j'ai H24. 3 fréquences, Ouais, si j'ai 3 pareil. fréquences de squat, si j'ai pas 3 fréquences de squat, y a pas Même pas, mais d'intérêt. par exemple, si tu splits ton jour primaire du jeudi au Squat samedi, tu bench, vas bench avoir un. deadlift, squat bench, bench deadlift. Ouais. Je remarque pas réellement d'interférence. Par contre, si je vois qu'il y a des Avec interférences, Nathan, on prog un peu pas. je vais trouver autre chose. Par exemple, je peux très bien faire un jour primaire squat en début de semaine, un jour primaire terre en fin de semaine, par exemple. Je peux très bien faire ça aussi. Et pourtant garder mon organisation lundi, mardi, jeudi, vendredi. Tu vois. Je me D'accord. dis en fait, Ok. ça suit le travail. Le mec au moins a son week-end derrière qui est libre. S'il me dit pas j'ai envie de m'entraîner le week-end, bah, t'entraînes pas le week-end, tu vois. Genre, Mais D'accord. non, mais du coup, moi, pour répondre à la question, globalement, les assistances haut du corps, déjà, je les polarise pas. Enfin, je veux dire, je les mets, ils en ont. Vu que tu benches tous les jours, de toute façon, puis je veux dire, à un moment, ton tirage, il va rarement impacter un de tes comptes lift. Mm. Donc, tu n'as pas besoin vraiment de les polariser. Et moi, j'ai tendance, à l'inverse de Nathan, en fait, je me dis, sur les jours primaires, c'est là que le gars va s'envoyer. Tu vois, c'est-à-dire que en fait, il va faire son deadlift et son RDL, son deadlift primaire et son RDL le même jour, plutôt que l'inverse. Tu vois. Ou alors, par exemple, son squat primaire et derrière, il aura son BSS ou son leg extension ou son truc. Tu vois. Ouais, mais en fait, moi, je le mets pas là parce que déjà, généralement, de par la fatigue, j'ai un accessoire qui est un petit peu moins productif. Ouais. Et il y a de fortes chances en fait pour que le mec le bâcle en fait parce qu'il est bousillé, tu vois. Donc Là, justement, ouais. c'est pour ça que je le fais pas. Après, il y a des athlètes chez qui je le fais. Encore une fois, tout dépend de ce que j'ai sur la séance. Tu vois, je sais qu'en début de semaine, par exemple, le mec il a un SBD en début de semaine, bah je vais mettre ses accessoires en fin de semaine, tu vois. Tout dépend. Ouais, c'est ça. Ah oui, Ouais. non, bah pas moi, du coup. Moi, ce que je vais chercher à faire, c'est déjà le jour primaire, il est le plus lent possible dans la semaine, donc vendredi, samedi, dimanche, on va dire, le ou les. Donc, ce que je vais faire, c'est que le lundi, justement, après
les jours primaires, c'est là où je vais essayer de bousiller l'athlète avec le plus d'assistance traumatisante, donc BSS, extension GHD avec du poids, etc. Enfin, ce genre de mouvement. Et en fait, encore une fois, au plus je me rapproche du jour primaire, au plus je vais prioriser les exercices à forte tension de contraction haut du corps, type iliac pull down, etc., qui vont créer une tension passive qui va pas être entre guillemets trop traumatisante. Au niveau du système nerveux, on va pas être bousillé comme avec des BSS, etc. Et en fait, je régresse, on va dire, mon stress au niveau des assistances tout au long de la semaine jusqu'à arriver au jour J. Et justement, moi, sur les jours primaires, c'est jours uniquement spécifiques. Genre, il y a rarement des variations ou des assistances parce que je me dis, c'est cool aussi d'avoir ce jour-là où l'athlète, il se fait pas chier, il va à la salle, il fait vraiment le cœur de son sport. Et les autres jours, on va dire, c'est des jours où il y a un peu plus de travail, etc. Tu vois. Moi, globalement, en fait, le jour où un mec me dit je trouve que mes accessoires me flinguent pour mes complift, en fait, je lui dis mais non, mais toi, c'est particulier. Je lui dis mais en fait, est-ce que t'es Jordan Peters? En fait, bon, envoie-moi tes assistances. Si tu mets 7 plaques sur ta chest press, je veux bien, mais sinon, ferme ta gueule, en fait. En vrai, est-ce que tu es le seul à t'avoir dit ou pas? Mais oui, gros. En vrai, entre mecs qui envoient sur les assistances, moi, non, je mais peux te le dire. C'est pas pareil parce que toi, tu t'entraînes depuis longtemps et Yes. que tu vas vraiment à l'échec, tu vois. La majorité des gens, le mec, il me dit, je suis pas foutu de faire deux séries de leg extension après mon squat parce que je suis bousillé et que mon leg extension, il est trop prenant. En fait, envoie-moi ton leg extension. Est-ce que tu full stack la machine? Non. Il y a une différence entre aller à l'échec et en fait mettre 600 kilos sur un mouvement, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai dit à Nathan. On prend mon exemple, c'est que en fait, le problème, c'est que je suis extrêmement fort du haut du corps. Bon, je me sauce. C'est la réalité, tu vois. Genre, je peux faire des développés inclinés à 70 kg aux haltères, chill, tu vois. Nimo, c'est pas une grosse perf, mais. Donc en fait, et même pour les triceps, c'est-à-dire que en fait, c'est pour ça que j'ai plus de triceps dans ma prog parce que en fait, comme je max tout, ça me crée énormément de fatigue au niveau des coudes, qui est de base une zone qui est vachement traumatisante. Sur le chest press, je max toutes les machines, donc en fait. Plus élastique, plus élastique, c'est mes triceps. En fait, c'est mes triceps qui prennent tarif, donc ça me défonce les coudes ou ça me défonce les pecs. La plupart des salles, je ne peux même pas faire d'exercice de poussée parce que genre il y a pas de poids. À un moment, je lui mettais du crossbench pour sa mobilité parce qu'il a vraiment une mobilité un peu à chier au niveau de toute cette zone scapulaire. Le mec, il met 40 kilos au crossbench, en fait. Et pour faire des séries de 15, et encore, c'est sub-6, tu vois. Donc, tu vois, c'est vraiment la merde. C'est vraiment la merde, par exemple, avec Nathan. Mais hormis ce genre de cas, t'as le gars qui me dit faire ma chest press, je mets 55 kilos sur le stack, elle me fatigue. Je lui dis, mais va te faire enculer, en fait. Tu sais que gros, moi, plus ça va, plus en fait, genre, les athlètes qui envoient réellement sur les assists, je leur demande de faire un peu moins que du RRR 0, tu vois. Genre, je sais pas, je suis en train vraiment de me rendre compte que la méta très, très, très intense sur les assists, bah, ça peut être cool, en fait, quand c'est périodisé dans ton mésocycle, tu vois. Genre, en mode, moi, ce que j'aime bien faire, c'est semaine 1, chill, semaine 2, 3, on se bute, et semaine 4, chill. Parce qu'en fait, je suis en train de. Pardon? En fait, FA, tu as un volume d'accessoires qui est tellement bas, je veux dire, ne pas. En fait, moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que ça rajoute une variable, tu vois. Alors qu'en soi, si tes accessoires ils sont tout le temps bousillants, bah. Le stress est le même. Ouais, mais justement, après, il y a un autre intérêt, c'est l'intérêt un petit peu de taper les assistances sans pour autant taper ton spécifique. Et à la fois, j'aurais vu le truc dans l'autre sens, c'est-à-dire commencer le bloc en étant très hard sur les assistances et finir le bloc en étant beaucoup plus light. Ouais, mais du coup, ton intro, elle prend pas vraiment son réel sens, tu vois. Mais encore une fois, c'est pas des accessoires. Le 90. Encore une fois, je sais ce que c'est des assistances qui sont bien exécutées, et c'est là où je me dis, tu vois, je vais prendre mon cas perso, hein, mais genre des fois, j'arrive bousiller à la fin du bloc, non pas à cause du spécifique, mais à cause des assists que je fais au minimum, tu vois. Je suis pas là à faire le Tom Platz en mode non, je suis tranquille. Donc je me dis encore une fois. Le mec qui est dans mon cas, qui est très vite bousillé parce qu'il envoie des réels RR 0. Voilà. Ouais, mais c'est pas tout le monde en fait. Donc, en fait, oui, c'est pas tout le monde. Je trouve que déjà, comment dire, des athlètes qui font leurs accessoires. Il y en a peu. Ouais.
Non, c'est pas qu'il y en a peu, c'est que 50%. 50% de ceux qui font leurs accessoires, ils vont mettre l'intensité qu'il faut. Et 50% de ces 50%-là, ils seront suffisamment forts pour que ça ait réellement un impact. Donc je suis d'accord, potentiellement ça peut être intéressant. Mais à la fois, en fait, le mec, je préfère juste lui dire ok, je garde la même chose. C'est-à-dire que concrètement, déjà, le mec, la plupart des gens, il y en a beaucoup chez qui tu leur dire ok, tu vas arrière 2. En fait, il va pas s'en rappeler parce qu'il y aura encore une fois une autre variable qui va se rajouter et en fait il va blast et arrière 0, tu vois. Moi c'est quelque chose que j'aurais tendance à faire, mais sur une prog, par exemple des gens que je coach en body, où j'aurais tendance à périodiser un petit peu ça. Mais sur un mec en FA, en fait, genre préfère garder un stress égal du début à la fin, tu vois. Les assistances, en fait, moi je suis assez d'accord qu'une assistance en soi peut te bousiller, mais je pense que c'est pas tant la proximité de l'échec, c'est plutôt purement est-ce que tu es fort dessus ou pas, tu vois. Je te donne un exemple, on reprend l'exemple de Nathan, ou l'exemple de Martin, tu vois, genre c'est un mec que je coach. Le gars, il est juste fort, en fait. Le mec, tu le mets sur n'importe quel assist, il va dans n'importe quelle salle, il prend n'importe quelle machine, il la full stack instant, tu vois. Et dans ce cas-là, même s'il n'est pas RR0, en fait, il full stack la machine, ou alors il doit mettre toutes les plates de la salle sur le pin, tu vois. Et en fait, même s'il n'est pas RR0, c'est fatigant. Alors qu'un mec qui est tout le temps, je prends mon cas, hein, en vrai, je suis pas très fort. Bah, en fait, je peux être RR0 tout le temps. Bas du corps, peut-être un peu moins, mais sur le haut du corps, je suis vraiment pas fort. Je suis RR0 tout le temps, ça me bousille pas, tu vois, parce que juste la charge. J'ai l'impression de faire une rupture d'anévrisme à chaque fin de yak pull down, tu vois. C'est là où je me dis, bon, je vais quand même doser un peu, tu vois. Ouais. Des fois, je suis obligé de moto stopper, tu vois, dans mes assises parce que je sais que je vais être bousillé dans 3 jours. Je suis d'accord, Max, mais je pense que c'est pas tant la proximité de l'échec, c'est juste que tu es plus fort que moi, tu vois. Ou plus fort que d'autres athlètes, tu vois, par exemple. Ah, tu penses que pour toi, un échec pour un individu A sera pas le même pour un individu B? Un échec quand il y a 30 kilos sur ton stack. C'est comme dire un mec qui au ressenti, c'est 30 kilos, tu vois. Ouais, mais un mec qui squatte 180 bars et un mec qui squatte 300 bars, même si c'est un RPE 10 sur les deux, bah le ressenti sera pas le même, tu vois. Le stress induit, il sera pas le même, tu vois. Oui, bien évidemment. Mais après, il faut prendre le delta aussi de masse musculaire, etc. Donc, oui, mais en fait, ton genou, il change pas de. Ouais, ok, au niveau articulaire. À tes 50 ans, tu vois, donc il va changer, mais je veux dire, il va pas prendre. Je pense que c'est plus cet aspect de. Vraiment, pour le coup, le RIR sur les assists, je le vois juste comme. C'est juste une indication, mais c'est pas, pour moi, c'est pas ça qui va déterminer le niveau de stress. C'est plus est-ce que le mec va être fort ou pas, tu vois. Et généralement, encore une fois, si je vois qu'un accessoire est très stressant ou que je sais que l'athlète a tendance à être très fort sur un accessoire, en fait, je vais lui mettre RIR2, enfin, je vais mettre RP8 sur le truc. Au pire, il le pousse un petit peu plus. Au pire, il le pousse un petit peu moins. Je m'en fiche, mais au moins, il aura compris que ce que je veux, c'est juste qu'il aille pas à l'échec. Tu vois. Okay. Ou alors, juste, je garde RIR0, mais je up le repren, en fait. Ok. Si j'ai un 5-10, je lui mets un 8-15, par exemple. Tu vois. Ok. Pour conclure le podcast, parce que ça fait un petit peu de temps, j'aimerais bien vous poser une question. C'est quoi l'erreur que vous voyez le plus souvent dans les programmations que vous voyez autour de vous, ou alors qu'on vous récupère un athlète, etc. En termes de l'erreur que vous voyez le plus souvent sur un micro-site, même sur pour des gens qui sont pas coachés ou même pour des coachs, et j'en vois énormément, c'est des mecs qui essayent de programmer de l'AFA, mais qui en fait ne comprennent pas les bases, et c'est principalement le fait qu'ils font encore une fois beaucoup trop de changements, et le changement que je vois le plus, c'est des mecs qui commencent avec un volume haut sur le début de leur bloc. Qui croisent le volume haut. En fait, tu as l'intensité qui est très basse, le volume qui est très haut, et au fur et à mesure du bloc, en fait, l'intensité monte, mais le volume baisse, en fait. Donc les mecs commencent avec... c'est parce que t'as pas lu la Bible de la prépa physique. 18 séries de bench au départ, 18 séries de bench à 60%, ça finit à 2 séries de bench à 90%. Je suis en mode, mais... en fait. Le 5-3. C'est la même école de le taper, tu réduis de 50% ton volume, de 70% ton intensité. Enfin, j'exagère, mais c'est la même école que ça. C'est l'idée que je pense que c'est les gens qui peut-être ont fait un mauvais transfert d'un sport, par exemple, je sais pas, la course à pied, tu vois, sur le powerlifting, en prenant entre guillemets les règles générales de comment moduler le stress, etc.
Sauf que le marathon, c'est pas la même chose que le powerlifting, tu vois. Mais c'est surtout Genre, que le volume d'entraînement n'est pas le même en fait Non, mais c'est ça. Mais du coup, je pense que la c'est. course, En fait, c'est une théorie qui est pas appliquée au bon sport. Et le problème, c'est que Surtout que la force, c'est quand tu fais du powerlifting, tu travailles qu'une seule qualité en fait. Genre, t'as C'est pas ça. tout un travail annexe qui te sature aussi. Tu travailles une seule qualité en fait. Donc, tu peux pas. Mais surtout, tu essaies de développer une des plus grosses qualités qui est, enfin, tu débloques, enfin, tu travailles pour débloquer, enfin, pas débloquer, mais tu cherches à avoir la technique parfaite. il est confiant l'orthophoniste ou il t'a presque licence? Ça, le chien, là. Là où en fait, si tu mets, enfin, si tu cut le volume de bloc en bloc et que tu élèves la spécificité, tu vas juste perdre ta qualité technique, elle va se dégrader encore plus à cause de l'intensité qui monte, et tu vas te retrouver à faire des squats de rond sans réussir à perdre, quoi. En vrai, premier degré, moi, l'erreur que je vois le plus souvent, c'est quand l'athlète, en fait, il comprend pas que, en fait, c'est pas séance 1, 2, 3, 4 et je peux la faire une semaine, Ouais. lundi, mardi, mercredi. La semaine d'après, je m'entraîne du Jeudi, jeudi au vendredi, samedi, dimanche. dimanche. Oh, bizarre, je suis bien moins fort que la semaine dernière. Et en fait, ce que je leur dis souvent, c'est qu'en soi, si as vraiment un emploi du temps qui fait que de semaine en semaine, tu peux pas t'entraîner, en fait, juste tiens-moi au jus et moi, c'est moi qui adapte en fonction. J'essaie de rééquilibrer le truc, tu vois. Moi, Et sinon, juste qu'on accepte qu'il y ait des semaines où tu vas juste moins bien te sentir, tu vois. Ça, c'est aussi OK. le truc en termes d'organisation de jour que j'ai vu le plus aberrant, que ça m'a sauté aux yeux, je me suis dit, en fait, le mec a mis 2 semaines en une, en fait. Mais et en gros, bon, c'est un de mes athlètes et. Il a cumulé, mais oui. Attends. Lilian, si tu passes par là. En gros, il m'a fait semaine. En plus, c'est plein milieu de bloc, tu vois. C'est pas. C'est genre. En fait, ça a bousillé l'entièreté de la dynamique du bloc. Parce qu'en gros, il a fait semaine 1 normale. Donc ça allait très bien, tu vois. Et moi, de toute façon, mes athlètes, je leur dis tout le temps, s'il y a un changement, ne serait-ce que minime, tu me tiens au courant. Et je te dis si on adapte, tu vois. Il a fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc il a fait 6 jours au lieu de 4 en une. Et après, il a fait ces 2 derniers jours. Du coup, je lui ai dit, fais tes prochains jours, en fait, jeudi, vendredi, parce que sinon, la semaine 4, en fait, tu vas être bousillé, tu vois. Mec, une fois, il y a un de mes athlètes, il a commencé son bloc, du coup, tranquille, bloc de 4 semaines, etc. Le mec a mis 6 semaines pour terminer son bloc, tellement il a décalé les jours, etc. Et il y a un demande, à la fin du bloc, pourquoi je suis pas bon sur mon jour de semaine 4, genre. Non, mais moi le problème, c'est qu'en plus, c'est un athlète que j'ai récupéré il y a très peu de temps, genre il y a 1 mois et demi. Il est extrêmement sujet à des tensions. Il est sous Bigerny de base. Il a du mal sur son bench. Il a mal partout, etc. Je lui dis, en fait, toi plus qu'un autre, en fait, l'organisation des jours aura d'autant plus d'importance, tu vois. Parce que, en fait, le stress, il va augmenter de manière drastique. Si tu passes de 2 fréquences de squat à 3,5, tu vois, je veux dire, il y a un moment où ça explose, tu vois. Dire c'est réparti de cette. En fait, les personnes ils pensent que c'est jour 1, jour 2, jour 3, jour 4 et que ce qui compte c'est juste de s'entraîner. Non, je veux dire, ce qui compte c'est pas juste les jours d'entraînement, c'est aussi l'organisation des jours de repos. Tu vois, genre dire l'organisation de ta séance est justement basée sur quel jour tu vas te reposer. Tu vois. Voilà. Ouais. Du coup, à ce moment-là, juste soit. Communique. Genre moi c'est vraiment communiquer, ce que je dis. Et les problèmes c'est que même quand tu leur dis, 3 mois plus tard il se passe la même chose. Quitte à faire moins de séances et que par contre toutes les semaines les séances soient faites, tu vois. Je préfère ça qu'un mec qui me dit je peux faire 5 séances et une semaine sur 2 il en fait 3, tu vois. Ou alors t'as envie de t'entraîner une fois de plus, tu me le dis et je te scinde les séances que tu avais à faire en plusieurs, tu vois. Après, il y a aussi beaucoup d'étudiants qui pratiquent ce sport et qui se retrouvent à avoir des TD, je sais pas quoi. Et ça, par exemple, c'est un peu chiant. J'en ai un, il peut faire bien, mais il est obligé de décaler ses séances. Mais à ce moment-là, tu préviens ton coach pour que ça soit lui qui te fasse prendre la meilleure décision. À ce moment-là, tu as 2 solutions. C'est tu préviens ton coach, soit tu adaptes, soit moi, des fois, ça m'arrive de dire, mais en fait, ok, juste cette séance, tu vas être bousillé. Chill, c'est pas grave. La semaine d'après, ça se régulera, tu vois. Ouais, c'est ça. Et après, par contre, la plus grosse erreur chez les coachs, c'est, je trouve, c'est de ne pas avoir de vision macroscopique, en fait. C'est de trop se concentrer sur un seul point ou de trop chiffrer le truc
Et ça, je le dis parce que c'est une erreur que je faisais au départ, tu vois. Attends, quand tu dis macroscopique, c'est en gros une vision de De pas séquence. réussir à prendre une vue d'ensemble, tu vois, et d'être. Tu sais que gros, je fais un carrousel cette semaine où justement je dis que c'est un peu du bullshit de prendre, tu sais, de prendre trop de recul sur ce que tu as programmé. Je sais pas si c'est ça dont tu as parlé, mais. C'est pas le fait de prendre du recul, c'est de réussir à prendre toutes les variables en même temps, tu vois. Non, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que savoir, ça peut varier, mais savoir ce que tu T'es vas pas d'accord faire avec qui, toi? avec Max. Ah, je Attends, voulais dire. t'es pas d'accord avec quoi? T'es pas d'accord avec quoi? Avec le fait de prendre une vue d'ensemble, de savoir ce que tu vas faire. Ici, moi, j'aime bien savoir Non, ce que. non. En gros, c'est ce que je vais critiquer, moi, c'est le truc de OK, où est-ce que je serai dans 4 mois? Qu'est-ce que je vais mettre en place sur 4 mois, tu vois? Une vision macroscopique, encore une fois. Moi, j'ai tendance à le faire. J'ai pas tendance à le faire, mais j'ai tendance à savoir si tout se passe bien, où j'en serai, Ouais. qu'est-ce que je vais faire. Et par contre, comme la plupart du temps, ça va pas se passer exactement de cette façon-là. Par contre, au moins, je sais vers quoi je dois me diriger, tu vois. Dans tous les cas, je le sais, tu vois. Mais je veux dire, Bien moi, sûr. je prépare un bloc, pas un bloc unique. Gros, et derrière, je vais te donner un m'adapte en exemple. fonction de ce qui Je se vais te passe, tu donner vois. un exemple. Je vais te donner un exemple tout bête. Premier bloc, le lundi, pin squat. Deuxième bloc, 2CT. Troisième bloc, com squat. Le mec, il a prédit, genre, pour moi, ça, c'est de la prédiction qui est pas forte. Ça va dépendre de ta façon de travailler, tu vois. Mais selon moi, comment je programme moi, je trouve ça bullshit, tu vois. Bah, ça marche pas parce que toi, tu Moi, je programmes. l'ai déjà fait, tu vois. Toi, Non, mais marche. ça peut. Non, mais si on part du principe que c'est une question de stress, ok, ça peut marcher, tu vois. Mais pour moi, c'est pas, comment dire, prédire son cycle sur un macro cycle, on va dire. C'est pas quelque chose qui va être forcément. Mais non, mais parce que pour toi, ça ne marche pas parce que toi, tu vas prendre un format et l'épuiser. Le problème, c'est que ta variation sur un bloc, si tu l'épuises pas, c'est clair qu'elle ne sert à rien. Si je définis que mon bloc va durer 3 mois, si j'ai une compétition dans 3 mois, mon macro-cycle dure 3 mois, je sais que dans 3 mois. Ouais, mais en 3 mois, tu penses vraiment que, encore une fois, on peut tout prédire. Je peux te prédire un bloc sur un an, tu vois. Mais est-ce que tu penses que sur 3 mois, 4 mois, 5 mois, il va. Tu sais, le principe de la vie, c'est le chaos, tu vois. Il se passe toujours des trucs qui sont inattendus. Non, et encore plus quand tu t'entraînes avec des gens qui sont un peu aléatoires, etc. dans leur pratique. Non, mais ce que Nathan il veut te dire, c'est qu'en fait, tu peux très bien programmer genre 3 CT, 2 CT comp si tu ne programmes pas, si tu programmes plutôt des RPE par exemple, tu vois, parce que tu sais que ton 3 CT, tu vas le finir RPE 9 et tu vas Ou pas même des charges. Je peux très bien mettre des charges, mais justement, je mets des charges. tu vas mettre des charges où tu sais que le gars va finir. En gros, c'est clair que si tu fais 3 CT, 2 CT comp, mais qu'à chaque fois tu commences tellement bas et que tu incrémentes tellement peu qu'en fait le mec va finir son bloc de 3 CT, il sera RPE 7, c'est clair que ça n'a pas énormément d'intérêt. Et généralement, les gens qui font ça, ils le programment en RPE ou alors après, là, plus charge. Après, là, c'est 3 CT, 2 CT comp, tu vois, mais moi, je parlais plus d'un truc qui était. Mais on a déjà parlé, c'est une question de pattern aussi, tu vois. Mais bref. Après, je peux très bien avoir sur un an mon format secondaire qui augmente de 2,5 par bloc, mais que de macro-cycler uniquement mon jour primaire, par exemple. Ouais, voilà. Ouais. Ah oui, ok. Genre, ouais, bah, c'est ce que je fais. Typiquement, macro-cycler mon jour. Enfin, non, de moins en moins, parce qu'en soi, je sais jamais comment va terminer. Mais c'est pareil, moi, en fait, si des fois, il y a des athlètes où je me dis, je vais faire un 3-2-1, par exemple, je vais faire un 3-2-1 au niveau du bloc sur le macro-cycle, donc sur 3 mois. Au final, je vois qu'il finit son premier bloc triplé, il est RPE 6. Bah, je fais pousser le truc, le triplé jusqu'à la fin, tu vois. Je veux dire, des fois, je change T'as pas cette mentalité j'allais dire autiste, tu vois, mais en gros, moi, je suis vraiment pas enfermé dans quelque chose, en fait. Moi, c'est ça, tu t'enfermes pas. Moi, j'ai toujours mon plan en tête, c'est-à-dire que tous mes athlètes, je sais très bien ce que je vais faire sur les 3 prochains mois. Le truc, c'est des fois, selon où ce qui se passe ou ce qui se passe pas, je vais me dire, ok, en fait, je pense que je vais plus faire ça, tu vois. Et comme je t'ai dit, moi j'ai un athlète, si je me dis, le but c'est qu'il finisse à 8 ou 9 à la fin de son bloc, sur son triplé, le bloc d'après doublé, le bloc d'après single. Oui. Des fois, je vois que l'athlète, ce qui était censé finir RP9, ça finit à 6. Bah, je vais pousser son triplé en fait sur 3 mois. Après, la seule chose qui compte au final, c'est d'être réactif. C'est-à-dire que, en fait, de la même manière que ne rien prédire et du coup ne s'attendre à rien, bah, c'est une mauvaise chose. Tout prédire et s'attendre à ce que ça se passe comme ça et du coup ne pas réagir si ça se passe pas comme prévu, c'est mauvais. Mais à partir du moment où tu as une idée de ce que tu veux faire sur plusieurs mois et que tu te prépares, entre guillemets, il peut se passer ça, comme il pourra se passer ça, et en fonction, j'adapterai. En fait, tu t'enfermes pas vraiment, et donc à ce moment-là. Généralement, dans tous les cas, j'ai envie de te dire, selon
quand ça fait un petit moment, quand je dis ça fait déjà plus de 3 mois au moins que tu coaches ton athlète, tu sais déjà les problématiques qu'il rencontre. Donc tu sais déjà probablement les problématiques ou les contraintes qu'il aura affligées au macrocycle que tu vas lui mettre. Et donc généralement, je sais très bien si je vais pouvoir prédire genre 5 potentielles choses qui vont se passer. Et même si j'y ai pas réfléchi, je sais déjà comment je vais adapter le reste en fonction de ça, tu vois. Et parce que tu as un plan, justement, tu as un mésocycle qui est cohérent, donc tu sais à peu près où tu vas finir, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que genre, en dehors du fait qu'il y ait une compétition de programmée, donc j'ai une date, je vais être en mode plus en mode chill, on voit au bloc le bloc, même si j'ai une vision effectivement d'ensemble, bien évidemment. Je suis d'accord. Parce que justement, c'est là l'intérêt de faire des blocs qui se suivent. C'est que tu n'as pas besoin vraiment de réfléchir à une méta. Par contre, pour la périodisation pure et dure, comme on en a déjà discuté, là, forcément, si tu n'as pas cette vision de OK, je fais quoi après, vu que ça va être drastiquement différent, là, pour le coup, oui, je peux comprendre. C'est ça d'ailleurs un truc que je pense qu'on ne parle pas souvent, c'est que tu peux très bien, je l'ai dit juste avant, mais cycler en fait seulement un jour sur 3 mois et par contre cycler un autre jour sur beaucoup plus de mois, tu vois. Genre ça c'est possible aussi. Pas le cycler du tout, juste pas le cycler du tout, voilà. Mais c'est ce que j'appelle cycler, je veux dire le cycler de la durée qui va que et comme tu dis, c'est le primaire généralement qu'on cycle en fait. Mais c'est le non, mais qu'on en cycle vrai, et c'est le volume qu'on nouvelle. Quand je parlais de vision macroscopique, c'était pas du tout en mode programmé en macrocycle, c'était plus, tu vois, là en ce moment, on forme un coach, on a pas mal de nos athlètes qui essaient de s'informer et tout, et en fait, souvent les questions qui reviennent, c'est genre, mais comment tu sais quel pourcentage mettre, mais comment tu sais quel volume, quel truc, et en fait, ils arrivent pas, et c'est normal, tu vois, genre au départ, forcément, tu dois te rattacher à un cadre. Ils n'arrivent pas encore à voir le truc de façon globale qui est que, en fait, un pourcentage, c'est juste un outil, une variation, c'est juste un outil. Et en fait, au lieu de te demander quoi choisir, en fait, je sais pas, single, genre. Demande-toi, quand je vais choisir ça, quel impact ça va avoir sur globalement mon niveau de stress, tu vois. Et c'est souvent ça, je trouve que pour le coup, ça, c'est une erreur que tu retrouves chez les coachs parce que les athlètes n'ont pas à se poser ce genre de questions. Mais c'est de trop être bloqué sur des variables en particulier. Pourquoi 3 ou 4 ou 5 séries? Pourquoi tant de pourcents? Pourquoi tel ton athlète, il a besoin de quoi? Il a besoin de... Déjà, pose-toi la question, est-ce qu'il a besoin de plus de stress, moins de stress? Ok, à partir du moment où tu as répondu à la question, bah, tu as un éventail d'outils dans ta boîte. Qu'est-ce qui te semble le plus facile à mettre en place? Et après, basta. Je trouve que c'est un très beau mot de la fin. On fera peut-être une partie 2 parce que je pense que sur la programmation, il y a tellement de choses à dire qu'on n'est pas. Mais il y aura bientôt peut-être une annonce sur Kiritsu et Hermès, donc restez branchés parce qu'il y a des choses il y a des choses qui peuvent tomber et qui peuvent être intéressantes. Donc comme d'habitude, description, il y a toutes les informations pour suivre les gars ou alors rejoindre Hermès Process si vous avez compris un petit peu la méta. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Le référencement, ça fait toujours plaisir. C'est devenir le podcast numéro 1 en France, en fait. Comme dirait Ibra TV, post-blow. Putain, la ref qui date de ouf. Post-blow. Et on se dit, du coup, à la prochaine pour un nouveau sujet. Ciao l'équipe.